Donc le premier semestre tourne autour de l'approche par l'assistance humanitaire et le deuxième semestre tourne autour de l'approche par les politiques d'aide au développement. Et je voudrais aujourd'hui expliquer comment ça se croise et ça s'entrecroise, à partir de quels enjeux nous avons estimé que ces questions peuvent nous intéresser. Pour dire les choses rapidement au début, notre démarche est configurée par trois choix méthodologiques qui sont le produit des 2 dernières années pendant lesquelles ce programme s'est élaboré. Le premier choix, c'est celui d'une problématique de la justice comme justice globale, plutôt qu'en termes de justice sociale, donc animé par la considération à la fois des données et des questions soulevées par le monde et ses injustices. La deuxième configuration est celle qui consiste non plus à partir de principes généraux ou sectoriels de la justice ou de l'élaboration de ces principes, mais plutôt à partir des données de l'injustice, ou sectoriellement à partir des données des injustices, donc de façon moins principielle qu'applicative, en n'entendant pas, cela dit, l'application comme si elle correspondait à la mise en œuvre de principes préalablement établis. Et puis la troisième option, la troisième configuration méthodologique est celle qui consiste à avoir choisi de considérer plus particulièrement dans les données de l'injustice globale celles qui surgissent avec une très forte radicalité dans les situations ou les contextes extrêmes. C'est surtout ce point qui a bougé à la faveur de l'année écoulée, aussi bien dans l'ensemble de la recherche que dans les recherches particulières de tel ou tel, notamment les 2 assistantes du séminaire qui se sont regroupées à ma gauche, Julia Pozzi et Marie-Pauline Chartron, dans les doctorats desquels, dans les thèses desquels, il y a des moments qui consistent à partir des données des violences extrêmes de genre ou des violences en contexte de conflit. Ces situations, on va le voir, ou ces contextes sont considérés dans la démarche qui va démarrer comme permettant une expérimentation, comme constituant au fond une expérimentation philosophique, c'est-à-dire normative, de la justice et de l'injustice globale dans ces contextes, ou si vous préférez, comme un test significatif à faire passer aux théorisations contemporaines de la justice, ces théorisations contemporaines qui se sont élaborées le plus souvent dans le contexte nord-américain depuis le début des années 1970, c'est-à-dire des contextes plutôt favorables à ce type d'interrogation. Donc il s'agit au fond d'un test en même temps que d'une épreuve, dans la mesure où la démarche des théories de la justice, dont l'importance reste incontestée, pour avoir reformulé la problématisation des inégalités en termes d'inégalisation injuste ou injustifiable, eh bien cette démarche, néanmoins, s'est auto-limitée, notamment chez Rawls, mais aussi dans la vaste discussion entre les théories de la justice qui s'est développée depuis une trentaine d'années, elle s'est auto-limitée au choix de privilégier plutôt la fondation
de principes de justice que l'examen de leur possible application, et d'autre part, le choix de travailler dans le cadre d'une approche plutôt idéale que dans celui d'une étude non idéale, se confrontant à la réalité des injustices telles qu'elles se commettent et telles qu'elles se subissent. Alors c'est déjà du fait de cette approche, demeurée le plus souvent idéale, même quand elle a été applicative, et du fait des limites que cette approche induit, entraîne, en matière de confrontation à la réalité des injustices, que nous faisons au fond le choix alternatif de, comme il est dit dans le titre de cette séance, de désidéaliser l'interrogation sur la justice et les injustices, en partant de leurs formes les plus extrêmes, les moins idéales donc, en partant de leurs formes les plus éloignées de l'idéal, les formes extrêmes ou extrémisées, compte tenu de la propension qui a conduit les théories de la justice, à des degrés variables, mais qui a conduit les théories de la justice, en général, à procéder à l'ellipse de ces situations, à l'ellipse de l'extrême, qu'il s'agisse de l'extrême pauvreté, de l'extrême violence ou du risque extrême. Donc voilà le point de départ. À partir donc de ces trois exigences, globalisation, désidéalisation et extrémisation de l'approche des injustices. À partir de ces trois exigences, on arrive assez facilement à apercevoir que leur prise en considération nous pose au moins deux questions que je formule de façon ramassée. Il y a une première question qui se pose à l'égard des théories de la justice disponibles, qui serait de mesurer le coût de cette ellipse des inégalisations humaines les plus extrêmes. Il est difficile de ne pas considérer que ce choix a retenti et continue de retentir sur la radicalité du questionnement mené à l'égard des inégalités, quand il prend la forme de ces théories idéalisées, en les empêchant d'avoir prise au fond sur leur dimension à la fois la plus indigne, d'avoir prise sur la dimension à la fois la plus indigne et la moins intelligible des inégalisations. Donc c'est un premier type de question. Ce serait évidemment à discuter avec les défenseurs et les praticiens de ce type d'approche, en termes de théorie idéale. Et puis une autre question surgirait symétriquement pour des théorisations alternatives, comme celle que nous entreprenons en essayant de penser les injustices de tel ou tel secteur, en faisant le choix de surmonter l'ellipse de l'extrême, c'est-à-dire en faisant le choix d'inclure quelque part dans la démarche une interrogation sur les données des pires ordres des pires injustices dans l'ordre de la pauvreté, de la violence ou du risque. Ces trois ordres de la pauvreté, de la violence ou du risque n'étant évidemment pas à percevoir ou à concevoir comme étanches, l'un par rapport à l'autre, les uns par rapport aux autres, mais donnant lieu à des intersections multiples. Par exemple, au sens où il y a très compréhensiblement un impact de la pauvreté très forte et de l'extrême concentration de la pauvreté sur la violence. Donc la question que ça soulève, la deuxième des questions que j'annonçais, que ça soulève, que ce choix de partir de là soulève, c'est au fond celle de se demander à quelles conditions seulement une telle approche des inégalités peut encore revendiquer de continuer à s'inscrire sur le terrain de la philosophie. En bravant à ce point le vieil interdit kantien porté contre l'idée d'une connaissance à partir des données, a fortiori la question se pose si on part des données les plus extrêmes, donc les plus éloignées des principes. Question donc que cela soulève,
à laquelle je ne réponds pas, notamment parce que je me la pose et je pense que nous nous la posons réellement. Je veux dire qu'elle demeure matière à une réelle interrogation, au moins sur certains points. En particulier, et en clair, si le risque de la théorisation idéalisante est de ne jamais rejoindre le réel, dans ce qu'il a de moins idéal et qui nous interpelle le plus, comme personne, comme citoyen, comme philosophe politique, nous pouvons nous demander si le risque symétrique de la théorisation extrémisant l'approche des injustices ne pourrait pas être de ne pas arriver à demeurer, ce faisant, sur le terrain de la philosophie. Un terrain auquel nous tenons, pas seulement parce que c'est celui sur lequel nous sommes le plus accoutumés à nous ébattre intellectuellement, et sur lequel, en principe, nous avons le plus de compétences à statuer, mais aussi parce que sur ce terrain de la philosophie se développent des interrogations normatives assumées auxquelles il serait dommageable de renoncer. Donc il nous faut bien continuer à nous demander comment rester sur ce terrain et au prix de quel recyclage de compétences ou de modifications dans vos formations et dans la façon dont nous les organisons. Alors ces questions, et notamment donc la deuxième que je viens de formuler, concernent aussi bien ce séminaire que le colloque qui s'entrecroise avec lui à partir de la prochaine séance, autour de la prochaine séance, le 14 octobre, et qui continue le 15 et le 16, qui procède des mêmes choix méthodologiques. Donc voilà les préalables. J'en viens maintenant à une série de remarques sur la façon dont, aussi bien dans ce séminaire, dans ces 2 semestres successifs, que dans les 3 journées du colloque des 14, 15 et 16 octobre, nous avons choisi d'organiser cette recherche autour des interventions relevant de l'assistance humanitaire et des politiques d'aide au développement. Alors les précisions à apporter sur les choix méthodologiques et organisationnels progressent ici d'un cran parce qu'il s'agit d'expliquer au fond que le test que nous essayons de faire passer aux théorisations des injustices disponibles pour en mesurer les ressources et les limites, mais aussi à celles qu'il faudrait élaborer pour les immuniser contre des difficultés, consiste plus précisément à interroger les 2 principaux types de réponses qui sont apportés par la communauté internationale à l'état de fait qui correspond aux injustices globales extrêmes de pauvreté, de violence, de risque. À savoir, les 2 principales réponses à ces inégalisations extrêmes de pauvreté, de violence, de risque, les 2 principales réponses, ce sont précisément les pratiques de l'intervention humanitaire, d'une part, et celles des politiques d'aide au développement économique et humain, d'autre part. Alors le choix de procéder ainsi tient bien sûr au fait que, aussi bien dans le cas des politiques d'aide au développement que dans le cas de l'intervention humanitaire, de l'assistance humanitaire, il y va de situations ou de contextes précisément extrêmes dans les 3 dimensions indiquées. Pour clarifier les choses et rendre compréhensible cette logique, je vais procéder vis-à-vis des 2 approches envisagées par l'aide au développement et par l'humanitaire à une série de remarques que je n'articule pas
très fortement les unes aux autres. Il s'agit d'un exposé oral. Je vais procéder à, si j'y arrive, 4 remarques que j'enchaîne, disons, modérément. Ma première remarque est pour faire apparaître l'extension de la problématique de l'extrémisation et qu'en raison de cette extension, nous ne sommes pas, ce qui est prévisible, les seuls au monde à être attentifs à cette question de l'extrémisation ou de la radicalisation des inégalités injustifiables. Il y a aujourd'hui, je ne vais pas faire un état de l'art, qui serait lourd et fastidieux, mais juste quelques observations. Il y a aujourd'hui toute une série de travaux, je vais prendre quelques exemples, qui intègrent expressément une catégorisation de certains phénomènes et de certains événements par leur caractère extrême. Je donne quelques exemples. Pêle-mêle. Par exemple, tout un numéro passionnant de la Revue internationale des sciences sociales, numéro 174, sur les violences extrêmes. Ou encore le livre de Xavier Crétier, paru à la Découverte en 2008, intitulé « Les formes de la violence », et plus spécialement la 3e partie, qui s'intitule « Violence de masse et terrorisation, réflexion sur les violences extrêmes ». Et il évoque les violences sociales, les violences d'État, les violences de masse et de terrorisation. On pourrait mentionner beaucoup d'autres travaux en remontant chronologiquement jusqu'à Bruno Bettelheim, qui a introduit pour penser les camps nazis cette catégorie de l'extrême ou des situations extrêmes, qu'a aussi utilisé dans plusieurs articles et plusieurs travaux, notamment un ouvrage, Zvetan Todorov. Je signale aussi l'organisation d'un colloque qui est devenu un livre à l'Université de Lille 2 en 2004, colloque très important sur les crises extrêmes, survenant à travers les guerres civiles et, je vais y revenir tout à l'heure, les génocides. Etc. Je ne développe pas davantage, ce ne sont que des exemples. Je ne vais pas plus loin dans cette évocation de la façon dont cette catégorisation, ce type de catégorisation se ramifie en de multiples champs d'investigation applicatives. Par exemple, celui qui concerne les transformations contemporaines du terrorisme, y compris à travers les visages immédiatement actuels de Boko Haram ou de Daesh, qui présentent évidemment des formes de l'extrémisation, des formes d'extrémisation qu'il ne faudra pas thématiser seulement dans 10, 20 ou 30 ans, comme on l'a fait pour le Rwanda. Mais qu'il faudrait pouvoir intégrer tout de suite dans les objets d'une réflexion partant de l'extrémisation. La même remarque, nous avions envisagé cela l'an dernier, vaudrait dans la rubrique du risque extrême pour le risque climatique, le risque lié au changement climatique, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour de la communauté internationale, avec notamment programmée à Paris en 2015 la 21e conférence climat que les Nations Unies organiseront donc à Paris. De même, je dis au passage, pour le risque épidémiologique constitué par Ebola, dont il ne faudra pas non plus commencer à nous y intéresser quand l'essentiel des questions qui se posent à cet égard se reformuleront au passé sur le mode d'une interrogation sur ce qu'il aurait fallu faire au point de départ et qui n'aura pas été fait. Donc il n'y a pas de raison, je le dis avec sincérité, il n'y a pas de raison véritable de penser que comme philosophes, nous sommes voués éternellement à endosser le vieux costume de l'oiseau de Minerve
qui a déjà perdu tellement de plumes qu'il vaut mieux une bonne fois abattre l'oiseau ou changer de costume. Tout cela simplement suggéré pour donner une idée de ce que charrie avec elle une reformulation de la question des inégalités ou des inégalisations en termes d'extrémisation, avec une logique forte et parfaitement thématisable. C'était ma première remarque. Deuxième remarque, je disais que nous ne sommes pas seuls au monde à travailler sur, et j'ai donné quelques exemples, sur l'extrémisation de contextes ou de situations d'injustice. Nous ne sommes pas les seuls, notamment, et c'est le sens de ma deuxième remarque, un peu plus robuste, à essayer d'introduire dans ces travaux des éléments de conceptualisation concernant le niveau d'inégalité ou d'injustice dont il s'agit. Et je voulais signaler sur ce point le travail tout à fait important, à mon avis remarquable autant que passionnant, accompli à cet égard, et nous aurons l'occasion d'y revenir au second semestre, je voudrais en dire quelques mots immédiatement, par le centre de recherche très puissant que dirige à Oxford Sabina Al-Khair, sous l'intitulé, alors je ne sais pas comment traduire l'intitulé anglais, Initiative d'Oxford pour la pauvreté et le développement humain, OPHI, OPHI. C'est une équipe que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, bondissez sur leur site. C'est une équipe inspirée par l'approche d'Amartya Sen en matière de développement et qui s'est fait connaître, cette équipe, depuis des années, en produisant un indice de mesure du développement humain intitulé IPM, Indice de pauvreté multidimensionnel, alternatif à celui du programme des Nations Unies sur le développement, du PNUD. Il y a là tout un travail d'analyse à faire que je souhaite depuis plusieurs années sur la confrontation de ces deux indices, l'indice du développement humain du PNUD et l'indice de pauvreté multidimensionnelle d'Oxford, sur lequel nous consacrerons une séance au second semestre, d'autant plus nécessaire qu'à partir de son approche, c'est ça que je voudrais simplement pointer aujourd'hui, à partir de son approche de la pauvreté, Al-Khair et son équipe ont forgé depuis un an, et plus particulièrement depuis quelques mois, dans la communication un peu large, la perspective selon laquelle il faudrait désormais mettre en avant, je cite un communiqué de l'université, publié par l'université d'Oxford le 13 juin dernier, il faudrait désormais, explique ce communiqué de cette équipe, mettre en avant le fait que la moitié des pauvres du monde, pour reprendre l'expression de Thomas Poggi, dans 49 pays au moins, je cite le texte très précisément, dans 49 pays au moins, la moitié des pauvres sont tellement privés, subissent tellement de privation ou de déprivation qu'ils sont à considérer comme démunis. Je ne sais pas comment traduire, le terme anglais est celui de la destitution. Je cite quelques lignes dans une traduction de travail pour que vous perceviez en quoi ceci entre dans notre espace de questionnement. Donc, de ce communiqué du 13 juin 2014. Les chercheurs sur l'indice de pauvreté multidimensionnelle globale ont mesuré les privations simultanées que subissent les personnes en termes de santé, d'éducation et de conditions de vie, cela en considérant les privations extrêmes pour les plus démunis. Ce dernier groupe, donc le groupe des plus démunis, est défini en fonction de critères plus extrêmes, comme le fait, et c'est une série d'exemples de critères, comme le fait d'avoir perdu 2 enfants, d'avoir quelqu'un parmi ses membres qui souffre de malnutrition sévère, ou de n'avoir aucun actif dans le ménage. Je cite encore quelques lignes. L'étude démontre que malgré l'amélioration de la situation pour beaucoup, grâce à des programmes de réduction de la pauvreté
Et grâce à la croissance économique, il demeure aujourd'hui dans le monde, il demeure encore un noyau solide de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, qui correspond donc à cette catégorie de destitution, mauvais français. Cette constatation a des implications importantes pour l'objectif international d'éliminer la pauvreté, largement évoqué comme faisable à l'horizon 2030. Je termine cette citation longue, mais à mon avis importante. Le plus grand nombre de personnes démunies, 420 millions, donc correspondant à cette catégorisation, avec les exemples de paramètres que j'ai cités. Le plus grand nombre de personnes démunies, 420 millions, se trouve dans les pays d'Asie du Sud. En s'appuyant sur des données officielles récentes et disponibles, les chercheurs d'Oxford estiment qu'il y a environ 343 millions de personnes vivant dans l'indigence rien qu'en Inde. L'Afrique subsaharienne regorge de 200 millions de personnes démunies, en ce sens réparties dans 24 pays. J'arrête. Au-delà de ce communiqué, vous trouverez sur le site de l'OPHI, beaucoup de textes, de livres, d'articles d'Al-Khair et de son équipe, notamment un très important qui s'intitule « Où et qui sont les plus pauvres des pauvres ?» avec beaucoup de liens que vous trouverez facilement pour expliciter cette catégorisation très précise sur laquelle nous reviendrons donc au second semestre, à un moment où la communauté internationale va devoir, en 2015, enregistrer la fin et l'échec du programme formulé en 2000 des objectifs du millénaire pour le développement, qui avait fixé des échéances à 15 ans, donc en 2015, et qui, au vu des travaux d'Oxford, qui ciblent cela, qui, dans un nombre important de pays et de contextes, ne seront pas atteints. Selon une situation dont la fin du communiqué que j'ai cité résume la teneur, en citant quelques phrases de sa directrice, Al-Khair, il y a de plus en plus un consensus international sur le fait qu'il faudrait anéantir les pires formes de pauvreté et que cela devrait être l'objectif d'un nouvel agenda du développement. Alors que les succès des pays les plus pauvres montrent que des progrès importants ont été réalisés, ces résultats montrent que pour l'instant, l'indigence, avec tous les ravages et difficultés qu'elle implique, reste une triste réalité pour des centaines de millions de personnes. Des efforts additionnels, conclut ce passage, qui est une citation d'Al-Khair, des efforts additionnels sont donc nécessaires après 2015 pour assurer que ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté ne sont pas laissés en arrière. Bon, ma traduction, pardon. On voit donc que l'état, disons, nuancé ou contrasté dans lequel se trouve le monde du point de vue de la réalisation d'objectifs qui avaient été fixés à l'ouverture du millénaire consiste en ce que, d'un côté, c'est là-dessus qu'on insiste en général, des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté depuis 15 ou 20 ans. Mais d'un autre côté, il s'est produit un processus qu'on pourrait désigner comme un processus d'enquistement de la pauvreté extrême qui accompagne ces sorties de la pauvreté, exigeant à la fois de la part des politiques des efforts additionnels, que mentionne le texte que je viens de lire, mais aussi pour les équipes et chercheurs travaillant sur les phénomènes d'inégalisation globale, d'injustice globale. Cela crée aussi le besoin d'efforts additionnels de théorisation pour comprendre l'écart qui non pas simplement subsiste, mais se creuse entre, pour ainsi dire, si on le cible bien, si on le cible avec précision, l'écart qui subsiste et même se creuse, c'est l'écart entre les conditions de vie médianes, pas moyennes, mais plus précisément médianes, ou les conditions médianes de développement humain dans le monde, qui progressent incontestablement, et
l'émergence de formes extrémisées de pauvreté, donc d'inégalisation des conditions de vie qui tendent à s'écarter de plus en plus, c'est cela qu'observe Oxford, des conditions médianes. Et donc, de ce point de vue, l'apport accompli par l'équipe d'Oxford est évidemment inversé au dossier, puisqu'il faudra regarder comment l'indice de pauvreté multidimensionnelle globale capte les privations simultanées ou combinées que subissent les personnes extrêmement pauvres, celles qu'Oxford désigne comme les IPM pauvres. Les pauvres en indice de pauvreté multidimensionnelle, en fournissant sur leurs conditions de vie 10 indicateurs pondérés qui permettent ce que, comme on dit dans ce langage, ce qu'ils appellent une optique de haute résolution sur leurs conditions d'existence. Alors je ne vais pas plus loin sur ce point. Je signale juste que dans ce type d'études, une personne démunie, dans ces nouvelles études, est une personne pauvre au sens indiqué, IPM pauvre en pauvreté multidimensionnelle, quand elle est privée selon un tiers ou plus des indicateurs considérés, selon des critères extrêmes tels que, j'en indique quelques-uns, la malnutrition sévère, le fait, j'en ai mentionné déjà, le fait de perdre 2 enfants, le fait qu'aucun des enfants en âge scolaire dans un groupe familial, n'est-ce pas, ne va à l'école, l'absence de toilette, la défécation en brousse ou en plein air, etc. 2 tiers des personnes démunies, en ce sens-là, ont quelqu'un à la maison qui souffre de malnutrition sévère. 40% des plus démunis parcourent un aller-retour à pied de plus de 45 minutes pour trouver de l'eau potable s'ils y ont accès. 80% de ces populations, les plus démunies, ont un sol en terre battue, vivent sur un sol en terre battue. Plus de 90% n'ont pas d'installation sanitaire adéquate et se soulagent à l'extérieur avec toute la vulnérabilité, je cite Oxford, la peur et la honte que cela implique, particulièrement pour les femmes. Donc j'ajoute que le site d'Oxford, il faudra regarder, fournit des données très précises qui décomposent la destitution, le dénuement, la pauvreté extrême dont il s'agit, c'est un travail d'une puissance hallucinante, dans 780 régions infranationales du monde. Selon une approche donc infranationale, dont on voit bien par cette décomposition en éléments infranationaux qu'elle est globale, qu'elle ne fonctionne pas nation par nation. Voilà, je ne vais pas plus loin dans cette analyse, mais c'était ma deuxième remarque. Je voulais juste la développer un tout petit peu pour que vous aperceviez de façon suffisamment compréhensive ce qui s'attache ainsi à l'approche des injustices par l'extrémisation. C'est cela. En termes de pauvreté, c'est cela. Qu'il s'agisse, comme dans ce que je viens d'évoquer, directement de l'extrémisation en termes de pauvreté extrême, ou, je le répète, et le lien est bien sûr à interroger et à creuser, de l'extrémisation en termes de violence et en termes de risque. Où il existe d'ailleurs aussi, on essaiera de les rencontrer, des indices d'exposition extrême aux violences et de vulnérabilisation extrême par un certain nombre de risques, dont le risque climatique. Sachant que la quasi-totalité des violences et des risques globaux s'expriment à travers des inégalisations ou donnent lieu à des inégalisations. Qui peuvent être des inégalisations de pauvreté extrême, qui peuvent être des inégalisations
de domination. Incluant une extrémisation de la violence. Alors sur ces bases qui font apparaître, je crois, la logique et l'importance ou la portée des déplacements qu'on imprime au questionnement sur les inégalités quand on les imprime dans cette direction-là. C'est-à-dire à la fois par la globalisation du questionnement et par la particularisation aux situations extrêmes. Il me reste à expliquer, ou il me reste presque à expliquer, j'en suis pas là, mais enfin, je voudrais expliquer, annoncé tout à l'heure, ce que représente dans ce cadre, aussi bien dans le séminaire que dans le colloque que nous organisons, le passage par l'assistance humanitaire et par l'aide au développement. J'aborde ma troisième remarque qui concerne plus particulièrement les politiques d'aide publique au développement. Ce sont, par définition, des pratiques de l'extrême ou liées à l'extrémisation des inégalités collectives. Alors on le voit bien dans une démarche comme celle du Programme des Nations Unies pour le développement, du PNUD, même si pour les diverses agences des pays dispensateurs de l'aide, leur implication est naturellement animée par la considération d'un certain nombre d'intérêts des pays concernés. Comment en serait-il autrement? Et pourquoi serait-ce incompréhensible? Il reste qu'au-delà de cet intérêt bien compris, les motivations de l'aide au développement, de l'aide publique au développement, ont aussi quelque chose à voir dans l'expression discursive qui leur est donnée avec une idée de l'humain, de l'humanité ou de l'humanité, tous les termes sont possibles. J'ai relu, en faisant ça samedi, en commençant à faire ça samedi, le début du premier rapport du PNUD. C'est un peu émouvant, 90, publié par Amartya Sen et par un économiste pakistanais, où on peut lire, en s'y reportant aujourd'hui avec un peu d'émotion, que le rapport désigne 90. Vous voyez bien ce que c'est, 90. C'est la chute du mur, c'est la fin du bloc de l'Est, c'est la fin de la guerre froide. Et donc le rapport part de là, allusivement, en désignant, je le cite, une vague irrésistible de liberté qui vient de balayer de nombreux pays en faisant redécouvrir une vérité essentielle. Je vous lis quelques lignes qui indiquent ce que signifiait ce motif du développement. Quel était ce motif de l'intérêt pour la thématique du développement affirmée comme développement humain par ce document magistral qui a été ce premier rapport. Je vous en lis quelques lignes. Les femmes et les hommes doivent être au centre de tout développement. Le but du développement est d'élargir la gamme des opportunités, c'est option, qui s'offrent aux individus. Par exemple, pouvoir disposer d'un meilleur revenu, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'acquérir le bien-être. Mais aussi pouvoir jouir d'une longue vie, de la liberté politique, accéder au savoir, être assuré de la sécurité physique, participer effectivement à la vie de la communauté, exercer ses droits humains, etc. Ça continue de façon également très, très belle. Les individus ne sauraient être réduits à leur seule dimension d'homo economicus. Ce qui rend passionnant les êtres humains, et donc l'étude du développement, c'est la manière dont les potentialités, je lis la traduction, la version française, dans l'anglais c'est capabilities, c'est la manière dont les capacités, mais à l'époque le terme n'était pas encore passé en français, c'est la manière dont les capacités humaines sont élargies et utilisées. Donc voilà la motivation qui est formulée dans le premier rapport sur le développement humain, 90. Ce texte de l'avant-propos n'est pas signé par Sen, mais par l'administrateur du PNUD à l'époque. Il n'empêche qu'à chaque phrase, notamment celle-là, que je viens de lire, et il en va de même dans la suite, on perçoit l'influence ou l'expression directe des convictions de Sen telles que vous les connaissez.
à travers l'idée selon laquelle le développement humain passe par la formation, d'abord, fondamentalement, de capacités personnelles, ce qui fait que, la phrase que je viens de lire, la liberté est essentielle au développement humain. Je ne continue pas. Évidemment, il s'agit d'une déclaration d'intention. Il s'agissait d'une très belle déclaration d'intention, mais en tout état de cause, cette référence à une idée de l'humanité, celle-ci ou une autre, présente l'intérêt d'animer expressément la démarche de ce qui reste, à travers le PNUD, la tentative la plus impressionnante pour thématiser l'entreprise lancée à partir des années 50 et 60. Ces années 50 ou 60 qui ont été à la fois celles de l'après-guerre et celles de l'amorce de la décolonisation, deux éléments de contexte qui ont directement nourri la réflexion sur la façon dont les pays les plus riches pouvaient aider les pays à la fois dévastés par la guerre, ceux qui étaient dévastés par la guerre à se reconstruire, et puis ceux que la colonisation puis la décolonisation confrontaient aux difficultés extrêmes de la pauvreté dans laquelle ils avaient été laissés. Les aider à surmonter les situations ainsi extrémisées par l'histoire. Et donc les politiques d'aide au développement issues d'abord de l'Amérique du Nord, non dévastées par la guerre, ensuite de l'Europe, une fois sa reconstruction, une fois qu'elle s'est trouvée remise à flot, se sont configurées d'emblée par la prise en charge de l'extrême dénuement. Elles se sont mises en place comme des réponses à l'extrémisation où la logique de l'aide elle-même, comme construction, comme reconstruction, s'entrecroisait évidemment, ce serait absurde de ne pas en convenir, avec l'intérêt bien compris des dispensateurs de cette aide. Donc je n'insiste pas sur cette dimension des pratiques d'aide publique au développement. On verra pour autant au second semestre quelles difficultés, et déjà dans le colloque, on verra quelles difficultés spécifiques s'attachent à cette forme de réponse aux inégalités extrêmes que constitue l'aide au développement, l'aide publique au développement. Quelles difficultés spécifiques s'attachent à ce premier type de réponse? Quelles démarches alternatives commencent à être envisagées et à s'esquisser aujourd'hui, notamment concernant les pays anciennement colonisés? Du moins, nous pouvons comprendre sans peine en quoi ces politiques ont été structurellement enclenchées par la considération de situations d'extrême pauvreté et dévastation, à la fois par le conflit mondial et par les conflits de la décolonisation. C'était ma troisième remarque. En quoi la première réponse constituée par l'aide au développement est une réponse à des inégalisations extrêmes. Ma quatrième remarque porte sur l'autre réponse, c'est-à-dire les politiques d'aide ou d'assistance humanitaire. Alors c'est en un sens plus simple d'identifier en quoi ce sont des réponses à des situations extrémisées. C'est en un sens plus complexe, vous allez voir, d'en résumer la logique et d'en faire apparaître, et je vais être plus précis sur cette seconde réponse parce que c'est à cela que nous allons nous consacrer au premier semestre. Et donc ce que je maintiens en réserve pour la réponse en termes d'aide publique au développement, ici je le fournis pour des raisons qui tiennent au fait que cette séance est une séance d'introduction à cela, est aussi une séance d'introduction plus spécialement à cela, aux approches par l'humanité. Alors ça constitue évidemment là aussi des réponses à des situations extrémisées, mais en quelque sorte des réponses spécialisées, au moins initialement, on va voir que cela s'est complexifié avec le temps, des réponses spécialisées comme des réponses à l'extrême urgence. À l'extrême pauvreté, violence ou risque,
comme urgence extrême ou comme extrême urgence. De ce fait, une manière commode d'organiser le champ des réponses pratiquées à l'égard des situations extrêmes a consisté couramment, on verra tout à l'heure si j'ai le temps de le faire, que c'est plus complexe aujourd'hui, qu'on voit les choses de façon plus nuancée aujourd'hui, mais une façon courante d'organiser le champ des réponses aux situations extrêmes a consisté à distinguer aide humanitaire d'urgence d'une part et aide au développement d'autre part, la seconde étant conçue comme aide sur la durée, a fortiori depuis qu'on parle du développement en termes, l'expression date de 1987, de développement humain durable. Il suffit pour étayer ce point de rappeler dans quel contexte les premières grandes opérations humanitaires contemporaines, caractérisées, je vais y insister, par leur médiatisation, se sont déroulées. Par elle-même, l'action humanitaire est beaucoup plus ancienne que la séquence que je vais considérer et interroger. Comme vous le savez très certainement, l'action humanitaire remonte au fond jusqu'à 1863. C'est la création de la Société de secours aux blessés militaires, devenue ensuite le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Mais disons que l'action humanitaire a pris les formes que nous lui connaissons, qui sont des formes, je vais y revenir longuement, car c'est l'un des points qui fait question. L'action humanitaire a pris des formes plus interpellatrices de l'opinion, et délibérément interpellatrices de l'opinion, qui font aujourd'hui une part de la spécificité de ces pratiques de gestion de l'extrême, à partir, je vais justifier ce point de repère, de la fin des années 60. Parallèlement d'ailleurs à la montée en puissance, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais parallèlement à la montée en puissance des formes audiovisuelles de la communication de masse, avec la montée en puissance du rôle de l'image, souvent plus efficace à cet égard que beaucoup d'arguments, ou que beaucoup d'argumentation est susceptible de soutenir, quand l'argumentation est utilisée à cette fin, susceptible de soutenir l'argumentation. Donc si on laisse de côté la préhistoire de l'humanitaire, c'est-à-dire le siècle qui va de 1863-64 à la fin des années 60, ce siècle n'est pas négligeable. Il y a l'apparition de grandes associations qui restent vivantes et très puissantes. L'association Sauver les enfants, Save the Children, qui a été créée en 1919, association britannique, qui reste un organisme important. Et puis les grandes ONG anglo-saxonnes comme Oxfam, 42, et CARE aux États-Unis en 45. Donc cette période voit apparaître, au-delà de la Croix-Rouge, d'immenses ONG qui existent encore et qui sont parmi les plus puissantes aujourd'hui. On considère néanmoins que l'histoire contemporaine de l'humanitaire démarre assez brusquement à la fin des années 60, en fait en 69, où se produit un nouveau départ vis-à-vis d'une action humanitaire qui jusque-là, malgré l'apparition des grandes organisations que j'ai mentionnées, était demeurée frappée, marquée, stigmatisée en quelque sorte, par le silence de la Croix-Rouge sur les camps nazis. Perçue après 1945 comme ayant manifesté les limites de l'action humanitaire traditionnelle. Ce qui a sans doute ralenti fortement la gestation de l'humanitaire tel que nous le connaissons. Et par rapport à cela, quelque chose démarre donc à partir de la fin des années 60, où on peut distinguer, en tout cas je vais distinguer, dans les indications que je vais vous donner, deux phases, celle de ce qu'on appelle souvent les 20 glorieuses de l'humanitaire, de 69 à 90, puis après 90, celle que j'appelle moi, faute d'une d'une autre dénomination, celle de l'humanitaire en contexte de globalisation.
où la fin de la guerre froide est venue, alors pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend des interprètes, changer en tout cas considérablement la donne. Avec une phase après 90 qui combine à la fois un essor absolument gigantesque et puis beaucoup d'interrogations critiques. Alors je me limite dans cette quatrième remarque à quelques indications qui se greffent sur cette périodisation, mais un peu précises. D'abord, pourquoi 69, qui apparaît donc avoir constitué le point de départ des transformations contemporaines ayant fait de l'humanitaire l'énorme machine que nous connaissons. 69, c'est le Biafra. C'est le conflit du Biafra avec le surgissement de ce qu'on appelle le sans-frontiérisme, celui de Médecins sans frontières, créé en 1971 par Bernard Kouchner. J'y reviens. Avec aussi d'autres organisations dans ces années-là, à partir du Biafra, dont le point de consensus a été, qui a réuni dans l'espace francophone, et ce moment-là est assez francophone, ceux qu'on a appelés ailleurs les French Doctors, qui se sont réunis autour de l'idée proclamée par Kouchner et théorisée par le juriste Mario Bettati, qu'il y avait des causes qui méritaient d'intervenir par-delà les frontières au nom d'exigences éthiques créant un devoir d'ingérence puis un droit d'ingérence. Je ne raconte pas ça. Le point de départ de cette conviction décisive. Je veux dire, sans cette conviction, il n'y aurait pas d'humanitaire tel que nous le connaissons. Le point de départ de cette conviction a précisément été le Biafra, le conflit du Biafra, parce que je ne mesurais pas l'importance de ce point. Avant la sécession biafraise au sein du Nigeria, qui survient en 1967, la guerre froide, le contexte de la guerre froide, avait au fond surtout largement paralysé les motivations humanitaires, survenues au XIXe siècle et renforcées à travers la création des grandes organisations que j'ai simplement mentionnées. Parce que dans le contexte de la guerre froide, notamment dans les années 50 et 60, l'aide d'urgence, que nous appelons aujourd'hui l'assistance humanitaire, avait surtout, malgré les grandes organisations anglophones mentionnées, été canalisée en même temps que cadenassée par l'appartenance d'un pays à l'un des deux blocs, de tel ou tel pays à l'un des deux blocs. Un pays ne pouvant demander de l'aide, y compris en cas de catastrophe naturelle, à l'un des deux blocs, sans s'y être en quelque sorte affilié, clairement affilié, et un pays ne pouvant pas non plus offrir de l'aide, son aide, sans avoir obtenu d'un côté l'accord des États-Unis, de l'autre côté l'accord de l'URSS. En sorte que la dynamique humanitaire se trouvait privée de sa dimension, pour ainsi dire, nutritive, qui est la dimension universaliste. Ce qui deviendra le sans-frontiérisme, puisque l'aide ne se présentait comme envisageable qu'à l'intérieur des frontières d'un des deux blocs. Et c'est une situation dans laquelle l'aide d'urgence, c'est un point que nous mesurons mal aujourd'hui, avait en fait fini par passer au second plan, malgré le CICR, etc., derrière la compétition entre les blocs et l'aide au développement que chaque leader de chacun des deux blocs organisait dans son bloc. Et l'aide au développement prévalait largement dans cette logique-là, pour la raison que j'ai indiquée, sur l'aide humanitaire. Et les choses changent brusquement lors de la sécession biafraise, quand, vous savez peut-être sans doute ce qui s'est passé, quand l'armée nigériane a vaincu la sécession
du Biafra en prenant le contrôle du seul grand port du Biafra, dont le nom m'échappe, et en enclenchant un blocus qui a entraîné une gigantesque famine dans la population biafraise avec environ 1 million de morts. Et là sont arrivés, en mai 68, ce qui est bizarre rétrospectivement pour les gens qui l'ont vécu ici, d'autres images que celles des pavés de ce quartier, qui étaient les images de la famine biafraise. Les premières images d'une situation de ce genre depuis l'ouverture des camps nazis. Depuis Nuit et Brouillard, par exemple. Ces premières images ont créé une émotion extrêmement forte, à la faveur de laquelle les opinions publiques ont commencé à peser sur les gouvernements pour qu'ils agissent sur une situation bloquée par le respect que l'ONU a apporté au nom du principe de la souveraineté des États à la politique du gouvernement nigérian. C'est un point assez complexe mais compréhensible que ni l'ONU ni grand monde n'a estimé facile de transgresser la souveraineté du Nigeria en 1969, qui était devenu indépendant seulement 7 ans auparavant. Et le principe de souveraineté ou d'indépendance dans les années 60, qui avait été le principe de la décolonisation, extrêmement proche, a paralysé jusqu'à l'énormité de l'épisode biafrais, et y compris dans une partie de l'épisode biafrais, la réflexion sur l'assistance et l'idée d'ingérence, la gestation de l'idée de devoir puis de droit d'ingérence. D'autant que les autorités sécessionnistes du Biafra n'ont pas été entièrement claires dans la mesure où elles ont elles-mêmes, je dis ça vite, entretenu la famine de leur population pour obtenir du CICR, donc de la Croix-Rouge, des distributions de vivres et pour obtenir également des armes de tel ou tel gouvernement, soutenant la cause des indépendantistes biafrais, que la France a partiellement fait. Sans aller jusqu'au bout, pour des raisons que je n'explique pas, mais qui tiennent au fait que le Biafra faisait partie de la zone d'influence du Royaume-Uni et que la France avait sa propre zone d'influence dont le Tchad n'était pas loin et que ça pouvait déstabiliser le Tchad. En tout cas, c'est dans ce contexte et au retour du Biafra que les médecins français recrutés par la Croix-Rouge, dans le cadre de laquelle ils étaient intervenus, et dans le cadre de laquelle ils avaient constitué avec des journalistes, le point est important, le comité France-Biafra, dont faisaient partie Kouchner et Broman, ainsi que d'autres, ont, après avoir constaté les difficultés rencontrées par le CICR, dénoncé le conflit biafrais, comme c'est une expression de Kouchner, comme un massacre organisé, et créé Médecins sans frontières, avec la conviction qu'il était indispensable, désormais, de disposer de plusieurs organisations permanentes dédiées à l'urgence et soustraites à la logique des États. Et donc au blocage paralysant l'aide humanitaire classique dans des situations d'urgence. La guerre du Biafra a donc ainsi inauguré les débuts de l'action humanitaire contemporaine, caractérisé, le point m'a frappé en reconstituant ça, caractérisé dès ce moment-là et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est le début de l'humanitaire tel que nous le connaissons, par ce lien originaire entre humanitaire et médias. Dans la mesure où l'efficacité de l'aide enclenchée par les humanitaires, ne serait-ce qu'en raison d'un financement par les dons, pour ne pas dépendre des États, qu'est-ce que vous avez d'autre? Un financement par les dons. Donc l'appel au public, dans tous les sens du public. Le public, c'est celui qui donne, mais c'est aussi celui qui regarde et qui voit. Dans la mesure donc où l'efficacité de l'aide enclenchée dépendait fortement de l'ampleur de l'écho donné par les médias à ces actions et de l'appel à l'émotion, ainsi qu'à la générosité de ce qu'il faut bien appeler, dans tous les sens du terme, le public. Et il n'y a pas d'humanitaire sans public, en ce sens. La formule même de l'humanitaire
telle qu'elle a fonctionné à plein dans la vingtaine d'années qui va du Biafra, 68-69, à la disparition des blocs Est-Ouest en 90, en 89-90, ces 20 ans qui sont les 20 glorieuses de l'humanitaire, correspondent à cela, correspondent à cette combinaison d'intervention et de médiatisation. Je n'évoque pas ce qui s'est passé durant ces années-là. C'est dans cette séquence que s'est installé, que s'est produit le premier conflit du Darfour en 87-89, qui est un conflit d'une très grande importance parce qu'il a combiné dans sa genèse une origine climatique, celle d'une sécheresse et d'une désertification exceptionnelle, et des tensions ethnoculturelles, avec, dans le premier conflit au Darfour, c'est-à-dire le conflit entre les Fours et les Arabes, ce qu'on considère souvent dans ce premier conflit comme ayant donné lieu aux premières accusations de génocide depuis 1945. Il y a eu des accusations de génocide pour le Biafra, mais extrêmement contestées et contestables parce que ça n'est pas aisé d'identifier des différences dans les acteurs et dans les victimes, notamment des différences ethnoculturelles. Donc je passe sur tout ça. J'évoque maintenant la seconde phase de l'humanitaire contemporain, c'est-à-dire 79-90. Moi, je la fais, c'est moi qui l'a fait commencer à 79, parce que 79... pardonnez-moi, je suis en train de cafouiller. On enlève ça. Et du coup, ce que j'évoque s'inscrit aussi, c'est un des points que je voulais ajouter. Dans la première phase, il y a un autre point qui est important, mais que j'évoque très brièvement, du coup, puisque je l'ai loupé. L'autre exemple que je voulais prendre, qui était important, c'était 79, c'est l'opération Un bateau pour le Vietnam, qui est très importante parce qu'elle renforce, c'est pourquoi je peux passer vite, mais elle est significative, et c'est pourquoi je voulais l'évoquer, je ne la fais pas. Elle renforce l'importance de la médiatisation. On voit très bien, à la faveur de l'épisode Un bateau pour le Vietnam, l'importance de la médiatisation parce que, évidemment, le fait d'affréter un bateau qui s'est appelé Île de Lumière pour aller récupérer quelques-uns des boat people qui essayaient de fuir le Vietnam et qui disparaissaient au cours de leur trajet, le fait d'affréter un bateau a été epsilon dans ce qui s'est passé, mais a eu un grand retentissement médiatique à travers le fait que Aaron et Sartre se sont réconciliés, puis sont allés à l'Élysée avec André Glucksmann, et voilà. C'est typiquement un épisode caractéristique de ce qu'a créé la première phase, c'est-à-dire la phase 69, 89, 90, c'est-à-dire cette combinaison de consensus humanitaire par-delà les clivages politiques, d'une part, et d'autre part, de médiatisation, nécessaire médiatisation, avec des éléments de dissensus qui vont s'en suivre autour de l'ampleur à donner à ces éléments de médiatisation. Donc je passe là-dessus. Après 90, s'est produit donc dans la seconde phase l'essor phénoménal de l'assistance humanitaire, en très grande partie parce que ce qui avait bloqué le développement de l'humanitaire dans les années 50 et 60, et l'avait encore limité dans les années 70-80, c'est-à-dire la souveraineté des États et le renforcement de la souveraineté des États par la quasi-souveraineté des blocs de l'Est et de l'Ouest, explose. Par rapport à quoi la dynamique de l'humanitaire s'est trouvée en quelque sorte libérée, affranchie de cadrage extérieur aux situations extrêmes,
et à la capacité des acteurs humanitaires d'y intervenir avec une forme d'efficacité. À partir de 1990, on a donc deux éléments. C'est d'une part la logique des blocs a disparu, et d'autre part la planète s'est mondialisée. La communication va y devenir immédiate à partir de 1995, où Internet devient performant à la fois par l'image et par Internet. Et l'hypersensibilité des États postcoloniaux, à partir de 90-95, l'hypersensibilité des États postcoloniaux s'est atténuée, s'est partiellement atténuée, dès lors que leurs difficultés à gérer les situations postcoloniales se sont affirmées comme considérables et que les acteurs de l'intervention, au demeurant, n'étaient pas des États, mais ce qui s'était créé dans la phase précédente, c'est-à-dire précisément des organisations non gouvernementales. Le statut des ONG date de 1945, mais la montée en puissance date de ces années-là, des années post-89-90. Il y a 40 ONG de statut onusien, du statut qui correspond à l'article 71 de la Charte des Nations Unies. Il y a 40 ONG dans le monde en 1945. Il y en a près de 4000 en 1990. Et ça double encore depuis 2010. Donc une lame de fond que symbolise à la fois au mieux et au pire la récente intervention humanitaire en Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010 qui a conduit à intervenir en même temps dans ce petit pays 10 000 ONG. Alors pas de statut onusien au sens des ONG du type de l'article 71, mais 10 000 ONG. Donc à partir de là, la montée en puissance du phénomène humanitaire devient considérable, avec des divergences d'interprétation entre les spécialistes qui en font l'histoire, mais aussi entre les acteurs. D'une part, la montée en puissance est un phénomène intrinsèquement apprécié, appréciable comme positif. D'autre part, la combinaison entre cette montée en puissance et la montée en puissance de la communication liée à l'humanitaire pose un certain nombre de problèmes par lesquels je voudrais maintenant terminer cette mise en place du type de réponse aux situations extrêmes qui correspond à l'humanitaire. Après quoi je conclurai la séance de façon générale, mais là je conclus la partie de la séance qui correspondait à la mise en place de la problématique de l'assistance humanitaire. Il me semble qu'il y a trois types d'interrogations appelées par la diversité et la complexité des situations où se produisent les interventions. On peut d'abord s'interroger, premier point, sur les effets de l'humanitaire, en se demandant si, dans la logique de l'assistance, l'humanitaire, notamment quand il déferle, ne contribue pas, en privilégiant le sauvetage des vies, la survie dans l'urgence, s'il ne contribue pas à paralyser, voire à exténuer les capacités locales nécessaires pour faire face dans l'avenir aux exigences de la vie durable, y compris à celle de nouvelles crises. C'est une interrogation très importante, notamment concernant le cas de Haïti. Elle est construite de manière tout à fait magistrale par un cinéaste haïtien qui s'appelle Raoul Peck, P-E-C-K, dans un documentaire sur Haïti,
qui s'intitule Assistance mortelle, qu'il décrit comme étant devenue, ce n'est pas lui qui a inventé cette expression, mais il l'a décrit comme étant devenue, après le séisme, donc une république de l'humanitaire. Pour l'instant, je vous y renvoie, mais si vous voulez, la première interrogation, c'est celle de savoir comment, dans l'extrême urgence, ne pas privilégier une logique court-termiste d'attention à la survie sur la préservation des capacités locales, voire sur le développement des capacités, avec s'y rattachant le développement de la qualité de vie. Un deuxième type d'interrogation prenant, comme celui-ci, la forme d'un dilemme. On parle beaucoup de dilemme à propos de l'assistance humanitaire. La première interrogation que je viens d'évoquer en est une. Est-ce qu'il faut évidemment tout mettre sur le sauvetage des vies, ce qui paraît naturel, même si ça peut nuire sur les capacités de gestion locale des situations. Le deuxième type d'interrogation prend lui aussi, et peut-être plus fortement encore, la forme d'un dilemme entre différents choix de valeurs. C'est celui qui surgit dans les situations où la situation des droits humains non seulement entre en conflit avec les normes qui inspirent l'humanitaire, en général les droits humains. C'est un point, c'est vrai qu'il peut y avoir entrée en conflit, mais s'il ne fallait intervenir que là où les droits humains sont respectés, on n'interviendrait pas, ou presque pas. Donc ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est plutôt l'entrée en conflit entre l'entrée en conflit du travail humanitaire et des conditions qui l'entravent ou le rendent impossible, comme travail humanitaire, le rendent lui-même difficile, voire impossible. Alors la question s'est posée à plusieurs reprises dans des contextes très divers que je ne connaissais pas beaucoup. Par exemple, en 2003, en Corée du Nord, lors de la grande famine qui sévissait depuis 1998, quand les humanitaires venus des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Union européenne ont perçu que leur liberté d'action était entravée au point qu'ils ne parvenaient pas à évaluer correctement les besoins de la population ou à déterminer les institutions ou les individus destinataires de l'aide. Faute d'information. Alors c'est un vrai dilemme de savoir s'il faut intervenir dans ce genre de situation, ou c'est pas le conflit entre le fait qu'il s'agit d'endroits pas recommandables politiquement et les droits de l'homme qui fait problème. C'est le problème de savoir si l'action humanitaire reste possible, simplement possible et efficace dans ce genre de situation, en raison des caractéristiques de ces situations. Et dans ce type de situation, c'est la cohérence même de l'aide et son efficacité qui se trouve exposée, notamment comme cela s'est passé en Corée du Nord, dans le domaine de la santé publique, qui a conduit Médecins sans frontières et Médecins du monde à quitter le pays en 1998, puis Action contre la faim et Oxfam en 2000, en justifiant leur décision par l'impossibilité d'identifier et d'atteindre les populations les plus vulnérables, ce qui est le principe de base de l'action humanitaire. Même problème en Afghanistan en 1993-1994, quand Oxfam et Médecins sans frontières ont décidé de ne pas coopérer avec les talibans à cause de la discrimination faite aux femmes par leur régime, dans la mesure où les femmes constituent l'un des groupes les plus vulnérables que cherche à atteindre en priorité l'action humanitaire. Donc ça n'est pas du tout le dilemme de principe entre droits de l'homme ou démocratie et système politique local qui problématise l'intervention, mais c'est l'impossibilité pour l'intervention
de se déployer selon sa logique propre en cherchant à secourir les groupes les plus vulnérabilisés. Dans ce cas-là, si vous voulez, la question et l'interrogation, c'est de savoir s'il faut intervenir tout de même au compte du pragmatisme qui fait qu'intervenir produit toujours plus que ne pas intervenir, plus d'effet que de ne pas intervenir, mais en transgressant ce que dicterait sur le terrain lui-même l'appréciation des priorités. Et là, il y a une configuration qui s'apparente effectivement à un dilemme. Et puis la troisième difficulté, bien répertoriée par les études que j'ai lues, est celle qui tient au fait peu contestable et logique quand on voit l'origine de l'aide humanitaire, c'est-à-dire la proportion selon laquelle elle est issue des pays occidentaux. La troisième difficulté tient au fait que l'assistance est dominée par un modèle d'organisation opérationnelle qui s'identifie clairement comme occidental. J'ai trouvé une étude en ligne sur le site de la revue Géopolitique. Le site, c'est diploweb.com, qui raconte l'expérience d'un ancien président de Médecins du Monde à Yaoundé, au Cameroun, dans le cadre d'une formation à l'humanitaire qu'il était invité à dispenser à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Et il raconte, je ne vais pas analyser son récit longuement, c'est le fait même que le récit existe qui est significatif. Il raconte qu'il avait à s'exprimer dans le cadre d'un module d'une semaine intitulé, je cite, « Pratique de l'action humanitaire et nouvelle gouvernance des ONG pour rompre avec l'hégémonie occidentale ». Où il s'agissait donc de travailler avec les étudiants à partir du concept de désoccidentalisation de l'aide humanitaire internationale, avec la difficulté patente qui risquait ainsi de devoir se présenter sous la forme d'une remise en cause des valeurs humanistes et universalistes héritées du siècle des Lumières en Europe. Alors je ne raconte pas ce qu'explique ce collègue, qui est assez intéressant, et la réflexion qui s'induit à partir de là, qui peut s'induire à partir de là, sur les différents types d'ONG, plus ou moins tributaires de leurs états d'appartenance. Donc, occidentalisé quand il s'agit d'un modèle d'un certain type et moins occidentalisé quand il s'agit d'un modèle d'un autre type. Ceci est à explorer, ça existe, c'est tout à fait accessible, mais selon les cas, disons que, simplement, je résume cette troisième interrogation, selon les cas, la capacité des grandes ONG à assumer des impératifs de désoccidentalisation auxquels elles se trouvent confrontées dans certains contextes bien compréhensibles, post-coloniaux, ne va pas forcément de soi et supposerait, dans un certain nombre de cas, notamment pour les grandes ONG anglo-saxonnes ou nordiques, de modifier la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes et du lien qu'elles entretiennent avec leurs États. On ne peut pas développer ce point qui est assez bien établi et assez clair. Les ONG les moins liées à leur état d'appartenance étant ce qu'on appelle les ONG méditerranéennes, qui sont, animées par l'esprit critique des intellectuels des pays méditerranéens, qui est un esprit critique à l'égard de leurs États. Et donc ils sont moins tributaires de la politique de leurs États et des choix politiques de leurs États. Voilà, je n'avais pas plus loin dans le repérage de ces interrogations et de ces difficultés. Je vais maintenant clore mon intervention par 2 ou 3 remarques, non pas conclusives, mais plutôt d'ouverture sur des pistes que je me borne à repérer. D'abord, sur la question des dilemmes de l'humanitaire, que j'ai déjà évoqué en coupant largement mon propos, dans un certain nombre de textes, notamment dans un entretien, Ronnie Broman
de façon très intéressante, suggère qu'il y a deux tendances dans la conception et dans la pratique des ONG que je vous indique. Ce n'est pas la Bible, les textes de Ronnie Broman, mais enfin, il sait de quoi il parle. Deux tendances, lui-même se prononçant plutôt pour la seconde. Donc je vous donne simplement cela comme un élément de réflexion. Une tendance qu'il appelle extensive, voit dans l'ensemble des ONG d'un pays une sorte de contre-gouvernement, de syndicat des humiliés et des offensés, avec pour illustration Oxfam, c'est l'illustration qu'il prend lui, autour de laquelle nous organiserons une séance début décembre. Ce qu'explique Broman, peu importe qu'Oxfam soit ou non conforme à ce portrait robot, c'est que ce type d'ONG se prononce sur tous les problèmes du monde, que la misère et le dénuement relient les uns aux autres de proche en proche, à partir de l'objectif général d'éradiquer la pauvreté. Les ONG de ce type interviennent sans cesse par des communiqués, font du lobbying et produisent des rapports ouvrant sur une Broman que je suis, là, polémique un peu, vous le voyez bien, en disant que ça ouvre sur des rapports, plutôt que sur de l'action, sur des rapports appelant à une réorganisation du monde, à partir de l'éradication des inégalités extrêmes. Il défend, lui, une seconde tendance, dans laquelle il se reconnaît, qui conçoit l'action humanitaire comme plus sectorialisée, par exemple, dans le secteur de l'accès aux soins ou dans celui de l'instauration de nouveaux systèmes de crédit, en construisant des programmes spécialisés, très spécialisés, secteur par secteur et contexte par contexte. Dans cette optique, l'humanitaire regroupe surtout des compétences portant sur divers champs et se déploie à travers des actions délimitées par ces champs. Et dans ce cas-là, la légitimité de l'intervention n'est pas l'engagement critique, mais plutôt l'assemblage, secteur par secteur, de compétences spécifiques. Alors ça fait un beau clivage, un assez fort clivage, la seconde tendance étant non pas extensive, mais au contraire restrictive dans la logique de l'intervention. Alors, j'ajoute juste sur ce premier point, donc vous voyez bien qu'il n'est pas conclusif, c'est au contraire une perspective pour interroger dans les séances qui viennent ce que nous aurons à discuter et à débattre avec les intervenants. On a deux modèles. J'ajoute juste que c'est autour de ces deux modèles que, j'ai coupé ça tout à l'heure, après le consensus du bateau pour le Vietnam, il y a eu clivage dès l'année qui a suivi, dès 80, avec l'éclatement, la division au sein de Médecins sans frontières, entre Médecins sans frontières, où Broman va rester, avec un type d'humanitaire, et Médecins du monde, vers lequel Kouchner va partir, avec un autre type d'humanitaire qui ne se divise pas par un clivage politico-politique, mais par une conception de l'humanitaire. J'ajoute, le point est beaucoup accentué par Broman notamment, mais aussi par d'autres, que dans le milieu de l'humanitaire extensif, l'option se traduit par une approche fondée sur les besoins et la diversification à l'infini des besoins. Approche fondée sur les besoins. L'autre approche est plutôt fondée sur les droits. En tout cas, vous avez deux types d'approches qui ont des logiques sensiblement différentes. Voilà ma première remarque. Donc vous voyez bien qu'elle n'est pas conclusive, qu'elle vise plutôt
ouvrir une interrogation. Ma deuxième remarque finale pour aujourd'hui est pour inviter à reprendre en considération les deux types d'approches des inégalisations extrêmes que notre colloque articule et que le séminaire va travailler successivement. Les politiques d'aide au développement et les politiques d'aide humanitaire. Dans mon intervention d'aujourd'hui, je les ai plutôt dissociées en insistant sur le fait que les pratiques d'assistance ou d'aide humanitaire sont axées sur l'urgence, voire sur l'extrême urgence, et que les pratiques d'aide au développement sont plutôt axées sur le temps long. Alors par rapport à cette présentation qui n'est pas fausse, évidemment qui a l'avantage d'avoir correspondu à quelque chose historiquement et qui est commode pour expliquer les deux types de réponses disponibles aux inégalisations extrêmes. Par rapport à cette présentation, je voudrais juste verser au dossier de notre réflexion que cette façon de distinguer relève davantage de la raison de connaître que de la raison d'être des pratiques considérées, parce que, disons qu'elle est plus pédagogique que scientifique. Parce que la présentation des deux types de pratiques, des deux types de prise en charge de l'extrême pauvreté, de l'extrême violence et de l'extrême risque, n'est pas fausse, je le redis, mais doit être complétée par une donnée relativement récente qui tient au fait que parmi les organisations humanitaires, beaucoup se proposent aujourd'hui expressément d'être des pratiques de développement et qu'on parle de plus en plus d'ONG de développement. Ce qui peut déconcerter au premier abord, mais il est compréhensible que ce n'est pas seulement une question de mots, mais que sur le terrain, je vais dire comme ça pour être très rapide, par exemple en Haïti, puisque j'ai déjà rencontré cet exemple, après le séisme 2010, on comprend sans peine que l'humanitaire ne peut pas s'arrêter à l'extrême urgence et que les urgentistes participants au lendemain du séisme ont été conduits aussi par la logique de leur action au jour le jour et des difficultés qu'ils avaient sous les yeux et sur lesquelles ils intervenaient, notamment sur la question du logement, sur la question de la santé. Ils ont été conduits à participer, plus qu'ils ne l'avaient envisagé, à la reconstruction ou même à la protection sociale. Quand la situation extrême, en cas de catastrophe de cette ampleur, dure, et que les ONG, en fait, assurent la transition avec les politiques publiques, évidemment le cas en Haïti, d'un État qui est par ailleurs un État faible ou failli. Et donc, les organisations humanitaires, au-delà de cet exemple, sont aujourd'hui de plus en plus considérées comme conduites et habilitées à réfléchir sur les questions de développement. Et une organisation comme Oxfam, c'est pourquoi je pense que c'est un bon choix de la recevoir, d'en recevoir un représentant, est sollicitée, vous voyez ça sur son site ce week-end, par exemple pour donner son avis à l'OMC, ce qui paraît bizarre si vous voulez, ou au Conseil de sécurité de l'ONU. Positionnement qui accompagne la croissance du nombre des grandes ONG et de leur budget, qui en fait des acteurs, des lobbies puissants et producteurs d'informations, voire d'activités de conseil, auprès des grandes agences onusiennes de développement, avec une espèce de transition entre elles-mêmes et les agences de développement. Et là, ça devient très compliqué de distinguer la réponse en termes humanitaires et la réponse en termes de développement. Un peu artificielle. En tout cas, disons qu'il ne faut pas simplifier la situation à partir d'une dissociation qui, sur le terrain, est plus méthodique que réelle entre l'urgence et le développement. Les réponses à l'urgence, qui durent, s'organisent
en tendant à devenir des agences privées ou partiellement privées de développement. C'est une orientation, je ne peux pas le montrer, mais qui a d'ailleurs accompagné pour les ONG le passage de l'engagement bénévole à la professionnalisation par les grandes entreprises que sont devenues les ONG, les grandes ONG, pour lesquelles on parle maintenant d'entreprises à vocation sociale, à mi-parcours entre l'engagement associatif et l'initiative commerciale, avec un grand nombre de salariés. C'est d'ailleurs, en France, l'un des secteurs d'activité, l'un des rares secteurs d'activité où le nombre de salariés s'est fortement accru depuis 10 ans. Même si la part du bénévolat reste très grande. Donc c'est en tout cas cela qui fait que le langage même a enregistré cette évolution, puisqu'on parle désormais couramment des ONG humanitaires et des ONG de développement. C'était ma deuxième observation prospective. Maintenant, je vais terminer hyper rapidement par une question qui, moi, m'a beaucoup envahi quand j'ai travaillé, notamment cet été, sur les phénomènes d'extrémisation et puis les réponses en termes d'humanitaire et de développement. La question de savoir, et des observations sur la question de savoir, quelle place dans les situations ou contextes extrêmes accorder au phénomène génocidaire. Place de fait, place de droit. Place de fait, quelle est, ne serait-ce que dans l'histoire de ces 30 ou 40 dernières années, la place des phénomènes génocidaires dans les contextes qui commencent au Biafra et qui vont jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Dans des contextes comme ceux où sévissent Boko Haram ou Daesh. Place de droit. Maintenant, que doit-elle être dans la compréhension de l'extrémisation contemporaine? Que doit-elle être réflexivement et argumentativement dans la compréhension des phénomènes d'inégalisation injustifiable des relations humaines? Alors, il ne me reste presque plus de temps pour aborder cette question, mais je voudrais simplement attirer l'attention sur l'élargissement de sens tout à fait extraordinaire qu'est en train de connaître à cet égard et dans cette interrogation et dans le déchiffrage du réel, le terme de génocide. Vous connaissez son histoire, il a été forgé en 1944 par un professeur de droit américain d'origine judéo-polonaise, Raphaël Lemkin, pour désigner les crimes de masse perpétrés par les nazis à l'égard des Tziganes et des Slaves, et des Juifs bien sûr, avec à partir de cette utilisation du terme, à l'égard du génocide des Juifs, puis des génocides des Tziganes et des Slaves, l'application par Lemkin lui-même à des génocides antérieurs, à savoir celui des Arméniens par les Turcs pendant le premier conflit mondial et celui des Assyriens par l'Irak en 1933. Avec, en tout cas, dans ses usages originels, si je puis dire, la caractérisation d'un génocide par 3-4 points. La dimension de masse, le ciblage en termes de groupes d'appartenance, les Juifs, les Slaves, les Tziganes, les Arméniens, les Assyriens, qui fait que les personnes sont tuées non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont, comme membres d'un collectif identifiable, un génocide n'étant donc pas seulement un grand massacre, dans le principe de la chose. Et puis, la troisième composante, c'est la dimension ordonnée, intentionnelle, concertée, comme selon un plan. Un génocide n'est pas un débordement irrépressible de violence, dans le principe, dans ses emplois originels, n'est pas un débordement irrépressible de violence. Alors, ce qui est très intéressant dans les emplois du terme postérieur au génocide ciblé par Lemkin,
c'est de considérer si les conditions de l'emploi du terme évoluent ou non dans l'usage immédiatement contemporain par rapport à des situations qui concernent notre objet d'investigation, c'est-à-dire les situations d'inégalisation globale extrême, telles qu'approchées par les politiques humanitaires et par les politiques de développement, à la fois parce qu'évidemment les génocides constituent de telles extrémisations par un projet de domination allant jusqu'à l'anéantissement ou l'élimination projetés comme les plus complets possibles du groupe ciblé, l'inégalisation totale la plus extrême, l'inégalisation extrême de l'extrême, c'est évidemment l'anéantissement. La domination cherchant à anéantir, soit à anéantir physiquement, le meurtre de masse, soit à anéantir socialement. L'enfermement dans un camp, équivalent au meurtre social, à la disparition hors de la société. Sans que s'en suive toujours une extermination réelle projetée comme telle, ce qui fait que, par exemple, le cas cambodgien est discuté comme génocide, même s'il y a eu beaucoup de morts dans les camps cambodgiens. Je n'ai pas la compétence de trancher l'interrogation. La question est d'ailleurs la même pour les camps staliniens ou chinois, maoïstes. Alors ce point est intéressant, ce n'est néanmoins pas ce point qui m'intéresse, c'est le fait que dans l'histoire contemporaine, plusieurs cas de génocide scandent, et c'est comme ça que je suis tombé dessus, scandent l'histoire des pratiques de l'humanitaire et des pratiques d'aide publique et internationale au développement. Concernant éventuellement le Biafra, de façon certaine, le Rwanda, voire quelques autres. Notamment, c'est le cas de façon récurrente au Burundi, à partir de 1972 et de façon répétée, avec une réitération de pratiques génocidaires à 5 ou 6 reprises. On pourrait aussi mentionner éventuellement, mais le point est débattu, pas la compétence non plus de trancher les choses, le Sierra Leone de 91 à 99 à travers la rébellion du Front uni révolutionnaire. On a parlé de génocide là aussi sans déterminer vraiment s'il s'est bien agi de là. Il y a d'autres cas où l'on parle actuellement de génocide pour des processus en cours, et là aussi l'oiseau de Minerve ne va pas attendre qu'il soit terminé pour s'y intéresser. J'ai déjà fait allusion tout à l'heure. L'élimination des musulmans en République centrafricaine, par exemple, où la composante ethnico-religieuse est bien présente, ou encore ce qui se passe au Nigeria, où l'on parle de génocide commis par Boko Haram contre la minorité chrétienne, de même qu'en Irak, etc. Je n'entre pas dans une étude détaillée de ces situations, mais il est en tout cas patent que la catégorisation génocidaire devient courante pour désigner des processus d'élimination pour appartenance à un groupe ethnique ou ethnico-religieux, et qu'il ne s'agit plus, placé que nous sommes face à des cas en cours, ou en tout cas désignés comme tels, il ne s'agit plus d'utiliser la catégorie de génocide seulement pour interpréter un processus antérieur, mais bien pour décrire des opérations militaires ou paramilitaires en cours au moment même où nous réfléchissons à cette forte composante de multiples situations d'inégalisation, élimination par des formes de violence extrême se manifestant aujourd'hui même. Donc je verse cela à notre dossier, à savoir donc le cas de situations extrémisées en termes de violence et de risque, mais aussi d'inégalisation, notamment vis-à-vis du droit des minorités religieuses et culturelles, souvent culturelles parce que religieuses, non seulement à exercer librement leur culte et à conserver leur culture, mais du droit de ces minorités à simplement à exister, à ne pas mourir, à ne pas disparaître de la carte de la géographie humaine du monde. Cette composante génocidaire est au cœur de notre
problématique pour les raisons que je viens d'indiquer. Et je pense donc qu'il faut essayer de faire ce qu'il faut pour comprendre cette montée en puissance de l'inégalisation maximale que constitue le processus génocidaire. Comme refus opposé par certains à d'autres qu'ils puissent disposer d'un droit égal à continuer d'exister, ce qui est l'inégalisation majuscule, extrême de l'extrême. Alors on a souvent écrit et dit que si les génocides sont aussi anciens que le monde, bien sûr, le XXe siècle avait été plus particulièrement le siècle des génocides. J'ajoute, c'est le sens de ma troisième observation, que le XXIe n'est pas mal parti à cet égard non plus. Et je signale, pour terminer cette amorce d'une réflexion sur cette dimension particulièrement extrême de notre thématique, que si dans certains des cas que je viens de mentionner, la catégorisation en termes de génocide correspond aux éléments de conceptualisation mis en place par Lemkin lors de sa fabrication du terme de génocide. Dans d'autres cas, on assiste manifestement à une extension. Pas forcément à mon sens, c'est là-dessus que je vais terminer en 2 minutes, pas forcément à mon sens par dilution, mais peut-être, mais j'hésite, par approfondissement. Quelques mots simplement sur ce point pour terminer. Vous savez qu'il existe en contexte anglophone des genocide studies très importantes, dont la tendance est à la fois à l'extension et à la catégorisation des différentes espèces de génocide par la finalité que leur donnent et qu'en proclament être les auteurs, leurs auteurs. Je vous renvoie sur ce point à un site particulièrement riche qui est le site de l'organisation de veille sur le génocide, genocidewatch.net, avec un site jumeau, genocide.org. Le site jumeau est consacré à un travail d'archives. Le site, le premier, est consacré à un travail sur la conceptualisation des situations. Et donc tout un travail qu'on trouve notamment sur cet appareil qui conduit à analyser les situations extrêmes potentiellement génocidaires, au moins potentiellement génocidaires, en fonction de la manière dont elles se situent sur une grille distinguant 7 ou 8 stades génocidaires, qui ne sont pas forcément parcourus ni tous, ni de façon unitaire ou successive, mais qui fournissent des repères pour investiguer ces situations portées à devenir les plus extrêmes en matière d'inégalisation dans le droit même à l'existence. Alors vous avez 7 ou 8 stades que je ne recense pas, mais qui sont très très intéressants. Vous les repérerez si vous allez voir ce site. C'est très intéressant parce que ça permet d'envisager des processus génocidaires qui se bloquent à une phase partant de 1, 2, 3 et qui ne vont pas jusqu'à l'extermination effective totale. Donc ça permet de différencier les emplois d'un processus qui est génocidaire dans son principe mais qui ne l'est pas nécessairement dans son aboutissement. Donc je pense qu'il y a là un appareillage extrêmement intéressant pour éviter un certain nombre de confusions ou au contraire d'inattention à des processus qui ont bien ce caractère. Donc je vous invite à regarder et à prendre ce travail en considération. C'est un matériel conceptuel important. Pour ma part, je termine en considérant comment par rapport à ce travail, qui est effectué au fond sur la compréhension du concept de génocide, que je ne fais pas puisqu'il est fait, enfin en tout cas il y a une version qui en est faite, je termine en montrant qu'il y a un autre travail possible, non pas sur la compréhension du concept de génocide, mais sur son extension, que j'ai annoncé, sur l'extension applicative du concept de génocide.
en se demandant si cette extension, le travail consisterait à se demander si cette extension, aujourd'hui en cours, est une dilution dommageable pour la clarté des concepts et des identifications pratiquées, ou une forme d'approfondissement. Alors, il y a deux positions extrêmes bien connues qui sont la position défendue par quelqu'un comme Claude Lanzmann en France ou par l'historien Stéphane Katz, qui est que le seul génocide perpétré à ce jour est celui des Juifs par les nazis. Et il y a des positions intermédiaires, il y a des positions qui sont situées à l'autre extrême, selon lesquelles il y a une multiplicité de phases absolues de génocide, de formes de génocide, avec des phases intermédiaires qui correspondent à peu près aux travaux de l'historien français Jacques Semelin. Notamment sur le site de l'encyclopédie en ligne sur les violences de masse, que je vous conseille. Justement, si vous allez sur ce site-là, l'encyclopédie sur les violences de masse, vous verrez qu'actuellement, dans les événements recensés, figure une journée de recherche qui a eu lieu, c'est dommage, le 13 février dernier à l'EHESS sur la question du féminicide. Genre et violence de masse, la question du féminicide. Consacré, dit le programme, à cibler la dimension genrée des génocides et des violences de masse. En estimant que ça n'a pas encore donné lieu jusqu'ici à suffisamment d'analyses comparatives et d'approches d'interrogation pluridisciplinaires. Je suis d'accord sur cette appréciation, dans la mesure où, de fait, que l'on considère le génocide des Tutsis en 1994 ou les menées génocidaires de Boko Haram aujourd'hui, entreprenant de symboliser son combat par l'enlèvement et la mise en esclavage proclamée de jeunes filles et de jeunes femmes. La dimension genrée est présente. Dans ces cas-là, elle est présente sinon dans tous les génocides, par exemple c'est faiblement le cas dans le génocide nazi, mais elle est présente du moins dans un bon nombre d'entre eux, sous la forme, entre autres, au Rwanda, dans l'ancienne Yougoslavie, des viols de masse, en particulier dans ces cas-là. Cela soulève beaucoup de questions dans lesquelles je n'entre pas ici, qui jouent un rôle dans certaines des thèses en cours que je dirige. Mais pour l'instant, je me limite à indiquer qu'il faut sans doute se demander si les composantes genrées de certains génocides en sont seulement des composantes éventuelles, ou s'il y a un lien non contraignant, mais puissant, entre génocide et ce qu'on appelle désormais féminicide. Pour reprendre le terme utilisé dans le cadre de cette journée de l'EHESS que j'ai signalé, on parle aussi de gynécide ou de gynocide. Tous ces usages terminologiques sont en gestation et posent le problème, c'est celui-là que je voulais poser pour terminer, de savoir s'il vaut mieux. Il y a deux possibilités. Première possibilité, garder le terme unique de génocide en précisant que l'élimination de masse qui s'y pratique à l'égard de personnes qu'on élimine pour ce qu'elles sont peut cibler notamment les femmes d'une ethnie, d'une race, d'une culture, d'une religion, parce qu'elles sont en outre membres d'un groupe d'appartenance et qu'elles sont virtuellement reproductrices du groupe d'appartenance qu'on veut éliminer et qu'il faut donc, en déduisent les génocidaires, électivement éliminer les femmes. Auquel cas, le féminicide s'inscrit dans un génocide comme l'une de ses composantes. Sans que, pour autant, et c'est pourquoi cette première réponse ne me paraît pas concluante, parce qu'on ne voit pas pourquoi le féminicide s'accompagne si souvent et si massivement du viol, qui n'est pas nécessaire au remplissement du programme que je viens d'évoquer.
mais qui est souvent, dans ces cas, programmé comme tel. La deuxième possibilité, pour appareiller de façon conceptuellement satisfaisante une recherche sur cette dimension de l'extrémisation des inégalités, des violences et des risques, consisterait non pas à élargir à l'infini le concept de génocide, mais plutôt à affiner ou à pluraliser l'outillage conceptuel de cette dimension violente de l'extrémisation. Comme cela tend à être le cas quand, pour désigner des meurtres collectifs perpétrés à l'égard d'un groupe dont les individus ont quelque chose en commun, on recourt maintenant de plus en plus à une gamme de termes. Je viens d'en employer quelques-uns, je vais en ajouter un pour terminer et vous laisser là-dessus. On recourt aujourd'hui, bien sûr, au terme de génocide, au terme d'ethnocide, de génocide culturel, de culturicide. Quand la disparition visée d'une culture n'inclut pas forcément l'extermination des personnes, mais l'élimination d'un groupe, comme groupe culturel, c'est-à-dire sa dissolution dans la majorité. On parle de culturicide. Féminicide, je n'y reviens pas, ou encore on parle de démocide ou de politicide, ou encore de génocide politique. Très intéressant comme usage. Démocide, politicide, génocide politique, par exemple dans le cas de Haïti, où la succession des dictatures, connue par ce pays depuis 1804 et en particulier depuis 1950, s'apparente par ses effets à la disparition du peuple haïtien comme souverain. Ça s'apparente à une dissociation violente, brutale et systématique du peuple et du pouvoir. Dans ce cas-là, je pense que la deuxième éventualité est intéressante parce qu'elle permet d'affiner la perception de ces inégalisations extrêmes où il y va d'une mort individuelle ou collective, mais où il faut des instruments pour la conceptualiser qui ne sont pas forcément le même, qui ne sont pas forcément un et identiques, mais gagnent à être différenciés, ne serait-ce que dans l'outillage conceptuel qu'ils constituent. Désolé d'avoir employé les 2 heures et ne pas encourager la discussion, mais ça viendra. C'est juste que j'avais travaillé juin, juillet, août et septembre et que... bon, voilà. Merci. Donc on se revoit pour ce séminaire-ci dans 15 jours. Ce sera le colloque. Et ce sera la conférence inaugurale du colloque de Dominique Kerouan sur Kerouan, le mélange. Sur la vocation altruiste, c'est le titre qu'elle a adopté dans un monde globalisé.